Hey, bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine, on parle de relations amoureuses. Plusieurs sujets à traiter par rapport au couple. Premièrement, il y a un danger quand on fait de la croissance personnelle, comme tu le fais présentement, et que notre partenaire de vie n'en fait pas. On va aborder le sujet. C'est un sujet qui est assez tabou en croissance personnelle. On va le traiter, ça va être le fun. Ensuite, on va parler des non-dits, on va parler de la confiance, comment rétablir la confiance dans le couple et plein d'autres sujets qui sont intéressants pour avoir une relation amoureuse épanouie. Sur ce, si tu aimes l'épisode, je t'invite à le partager. Ça fait partie des règles du show, donc partage l'épisode et applique ce que tu vois qui pourrait être bon pour toi. Je te souhaite du bonheur dans ton couple. Pour toi personnellement, bonne écoute. Le danger du développement personnel dans nos relations amoureuses, hein? C'est un titre qui est assez accrocheur, mais qui est réaliste. Puis je veux tout de suite faire un avertissement avant que le show parte officiellement. C'est pas un épisode de podcast qui va faire l'unanimité. C'est pas le podcast qui va être le plus populaire, je crois, parce que il y a des choses que je pense qui sont pas la vérité, c'est plutôt ma vérité, puis qui est assez unique, puis que je crois que je dois partager, mais qui risque de peut-être froisser certaines personnes. Donc, il va y avoir beaucoup de nuances. Les nuances sont les suivantes. Si tu es en couple versus célibataire, et si tu es heureux versus malheureux, selon peu importe de si tu es célibataire ou en couple. Donc, tu peux être en couple présentement et tu es heureux. Donc, tu ne comprendras pas la même chose que la personne qui est en couple et malheureuse. Tu peux être célibataire et heureux, puis tu ne comprendras pas la même chose que si tu es célibataire et malheureux. Donc, ça, c'est les nuances qu'il faut avoir à prendre en garde avant de se déposer à écouter l'épisode avec pleine conscience, je dirais bien, parce que les relations amoureuses, c'est pas quelque chose de simple. C'est un sujet qu'on parle depuis toujours. Puis le but ultime, je pense, de tout le monde, c'est d'être dans une relation, ben, tout le monde qui a envie d'être en couple, c'est d'être dans une relation qui est épanouissante, qu'on se sent bien. Puis on remarque que plein de gens ont la difficulté en relation amoureuse et il y a toutes sortes de façons de pouvoir s'améliorer. Puis on sait tous que la chose numéro un pour s'améliorer dans son couple, c'est de s'améliorer soi-même. Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer soi-même? Ben, on fait de la croissance personnelle. Puis le danger, c'est que lorsqu'on fait de la croissance personnelle et que son partenaire de vie n'en fait pas, ça bousille encore plus la relation. Puis là, je suis certain qu'en ce moment, il y a des gens qui se disent Ah, mais tellement, dans le temps que j'étais pas pleinement conscient de mes bobos, puis quand je dis mes bobos, là, c'est mes blessures émotionnelles, que j'étais pas pleinement conscient de mon potentiel, que j'étais. Tu sais, la croissance personnelle nous amène à être plus conscient de ce qui se passe autour de nous puis de qui nous sommes. On apprend à plus se connaître. Puis dans le temps que je me connaissais moins, ben mon conjoint, ma conjointe, qui n'est pas intéressé à la croissance personnelle, ben on se comprenait un peu plus. Puis là, plus que je prends de la hauteur sur mes enjeux, mes problèmes, mes blessures, sur ce que j'ai envie d'améliorer, sur mes rêves, sur mes objectifs, sur mes ambitions. Plus que je prends de la connaissance sur tout ça, mais plus on dirait que je m'éloigne de mon partenaire de vie. Puis là, ça devient difficile. Donc, c'est là qu'il y a un danger dans le développement personnel envers nos relations amoureuses. Maintenant, est-ce qu'il faut se restreindre dans nos ambitions, se restreindre dans notre bonheur, puis se dire, ben, je ne serai pas de croissance personnelle, je ne vais pas grandir comme personne pour rester avec quelqu'un? Je pense que la réponse est vite répondue. La réponse, c'est non. Il faut s'assurer d'être heureux. Mais moi, je crois que on doit exiger l'excellence dans notre vie si on veut être quelqu'un qui veut 100% réaliser ses objectifs, ses rêves, puis qui carbure à de belles ambitions. Quand je dis l'excellence, c'est pas la perfection. L'excellence, c'est quelqu'un qui veut se surpasser. L'excellence, c'est quelqu'un qui veut s'améliorer. Donc, j'ai un exemple. Quand j'ai rencontré ma conjointe, c'est quelque chose de personnel que j'ai rarement parlé de façon publique. Mais quand j'ai rencontré ma conjointe, c'était pas quelqu'un qui faisait de la croissance personnelle. Je viens d'une famille où pour eux, la croissance personnelle, c'est du pelletage de nuages, c'est des affaires de gourous, c'est des trucs pas trop crédibles. Donc, il y avait beaucoup de jugements à l'envers, à travers cette industrie-là. Il y avait beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. Donc, moi, quand j'arrive avec mon bagage, ça fait 5-6 ans que je fais déjà la croissance personnelle. J'ai grandi là-dedans parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire ma croissance personnelle. Et moi, j'arrive et puis c'est naturel dans ma tête. Puis là, j'ai l'air un peu de l'extraterrestre. Puis là, plus que je parle avec elle, plus on réussit à avoir une belle connexion, puis on s'aime, on tombe en amour sans que les deux, on soit dans la croissance personnelle. Donc, ça se peut de connecter avec quelqu'un qui ne fait pas de croissance personnelle. Mais avec le temps, le couple peut s'éloigner et mal se comprendre s'il y a un des deux qui n'en fait pas, voire même qui juge ça.
Puis ça devient difficile. Puis moi, j'ai dû avoir la discussion avec ma conjointe puis lui dire, chérie, si tu ne veux pas te développer personnellement, puis c'est pas faire la croissance personnelle, lire des livres, écouter des vidéos, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait un but en arrière de ça, mais si tu ne veux pas grandir comme personne, parce que c'est ça le but ultime de la croissance personnelle, c'est de grandir comme personne. C'est quoi, tu ne veux pas t'améliorer? C'est quoi cette affaire-là? C'est comme, tu n'as pas envie de t'améliorer comme personne. Tu ne veux pas plus de la vie. Tu es satisfait juste comme ça avec tes problèmes, tu dis, ben, il n'y a pas d'autre choix que endurer ça. Non, ça, c'est de la médiocrité. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme, quand je dis le mot médiocre, c'est un mot que j'utilise de plus en plus, le mot médiocre, puis ça fâche du monde, puis je suis bien content que ça les fâche parce que ça les fait réagir, puis c'est juste bon pour faire parler. Mais ultimement, le mot médiocre, là, ce que ça veut dire, j'ai la définition juste ici. C'est quoi la médiocrité? La médiocrité, c'est de la banalité, de la faiblesse, de l'insuffisance, de la pauvreté et de l'insignifiance. Ça, c'est des synonymes du mot médiocre. C'est pas que la personne est médiocre, c'est que la personne elle a une attitude qui est médiocre. C'est moi, j'ai pas envie de m'améliorer. Donc, la croissance personnelle, c'est j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de plus de la vie, j'ai envie de devenir plus. Et si tu es avec quelqu'un qui ne veut pas plus, puis toi, tu as des grandes aspirations, tu veux faire plus de choses, tu veux accomplir plus de choses, tu veux être fier de toi, tu veux avoir plus confiance en toi, tu veux traverser des tempêtes, puis en sortir gagnant, mais c'est dur si à chaque soir, tu dors dans le même lit que quelqu'un qui est dans une énergie négative. C'est dur, pratiquement même impossible. Puis moi, je rencontre là, dans la formation, là, c'est souvent la caricature, c'est la femme qui a des projets puis qui veut réussir, puis son conjoint ne la supporte pas là-dedans. Chris, ça va être vraiment tough de réussir si ton conjoint ne te supporte pas. Puis il y a peu de gens qui parlent de ça, là, parce que c'est vraiment inconfortable. Souvent, la majorité des gens vont dire « Ouais, mais non, on peut réussir quand même. » Là. Puis fuck off! Si tu passes la majorité de ton temps avec quelqu'un qui ne croit pas en tes rêves, avec quelqu'un qui te tire vers le bas, pas de façon intentionnelle de j'ai envie de garder ma conjointe ou mon conjoint vers le bas, mais juste par son attitude, juste par la façon qu'elle t'écoute, juste par ses réactions quand tu parles de tes ambitions, ça te tire vers le bas. Puis moi, c'est là que j'ai dû avoir la conversation claire avec ma conjointe, de dire « C'est quoi que tu as envie? » tu sais? Pas pour moi l'amener où ce que moi je veux, mais l'amener où ce qu'elle veut. Il faut qu'elle devienne une meilleure personne grâce au fait qu'elle est avec moi. Et non par manipulation, il faut que tu te développes personnellement parce qu'il faut que tu penses comme moi. C'est pas ça l'objectif. Le but, c'est de se dire, si les deux ont grandi, on est dans l'excellence. Puis dans l'épisode, je vais t'expliquer comment on peut amener quelqu'un à peut-être s'intéresser à la croissance personnelle si à la base, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, restez bien attentifs parce que c'est du gros contenu de qualité qu'on va avoir là-dessus parce que c'est une question qui revient tellement souvent. C'est comme, mais là, moi, je fais la croissance personnelle, mon conjoint, il s'en calisse de ça. Comment que je fais pour l'amener à être ouvert par rapport à ça? L'autre point, ce qui est important à savoir, c'est que c'est séduisant, hein, quelqu'un qui veut se développer personnellement. C'est très, très séduisant, quelqu'un qui cherche à s'améliorer. Donc, si présentement, tu es célibataire, puis tu n'es pas dans une quête où ce que tu te dis, moi, c'est important que la personne qui va être dans la vie fasse de la croissance personnelle, c'est sûr que c'est une lacune que tu te mets parce que moi, je pense que c'est un peu comme quand tu choisis ton partenaire de vie, tu as des choses qui sont fondamentales que tu n'accepteras pas. Genre, ben moi, je peux pas être en couple avec quelqu'un qui fume, avec quelqu'un qui est alcoolique, qui boit beaucoup d'alcool, quelqu'un qui fait juste sortir à tous les soirs. Il y a des choses que tu te dis que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est comme ça. Puis c'est correct. C'est comme tu choisis la personne avec qui tu as le goût de passer le plus de temps. Faut qu'il y ait certaines règles que tu dis, ben moi, ça, j'ai pas envie de ça, ça, j'ai pas envie de ça, ça, j'ai pas. Puis ça peut être, ben moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne fait pas de croissance personnelle. Je ne vois pas passer du temps avec quelqu'un qui est dans les croyances limitantes, puis qui n'a pas envie de s'améliorer, puis qui se dit que ben non, on est né pour un petit pain. Tu peux choisir de ne pas être avec quelqu'un comme ça. Puis c'est important, puis je pense que c'est une priorité. Donc, c'est de dire, je choisis l'excellence. Puis après ça c'est le bout de ce qu'il y a peut-être du monde que je vais perdre, là. Mais regarde, mettons, là, des gens là, qui ont du succès. T'imaginerais-tu, genre, Leonardo DiCaprio arriver sur le tapis rouge avec sa nouvelle compagne, avec sa blonde, qui, elle, est une femme, on va dire, très, très peu séduisante. Imagine dans ta tête, c'est quoi pour toi une femme qui est vraiment pas séduisante, puis imagine qu'elle est avec Leonardo DiCaprio sur le tapis rouge. Ça fait-tu du sens? Aucunement. On met l'inverse. Imagine, mettons, ici au Québec, on va prendre un exemple, qui je pourrais prendre par exemple? Figure publique populaire qui a du succès. Véronique Cloutier, c'est une belle femme, populaire, elle réussit financièrement, elle symbolise un certain succès. Imaginerais-tu, elle sort, excuse-moi l'expression, là, mais avec un Joe Regular Guy. Un gars bien normal, bien ordinaire,
Comme, ils sortent de chez eux, tu vois la bédaine, la barbe tout croche, tu brosses pas les dents. Comme t'as Véronique Cloutier qui sort avec ça, là, avec mon oncle Gaétan. Ça se peut pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là sait qu'elle mérite mieux. Cette personne-là mérite l'excellence parce qu'elle vibre l'excellence. Et là, c'est pas une question de superficiel, de « ben non, on peut aimer quand même quelqu'un sans son apparence physique ». Oui, mais non, OK? Quand tu vois quelqu'un là, à première vue, là, quand tu as une attirance, c'est quoi? C'est physique. C'est pas tant émotionnel ou mental. Tu vois la personne au loin puis tu sais tout de suite comme « oh, cette personne-là me plaît ou ne plaît pas ». On est des animaux. Il faut arrêter de s'inventer des histoires de comme « non, 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 c'est juste, je l'aime mon conjoint parce qu'il me stimule émotionnellement ». Sais-tu quoi? Quelqu'un qui prend pas soin de soi, quelqu'un qui ne paraît pas bien, n'est pas stimulant émotionnellement. Pourquoi? Parce que la caricature là, de la belle femme qui sort avec un homme qui a beaucoup de succès, qui a de l'argent et tout ça, même si lui, cet homme-là, là, c'est pas le plus bel homme sur la Terre, elle n'est pas avec lui juste parce que c'est son argent et son succès. C'est que lui, il a une histoire. Il y a quelque chose à raconter. Quand il vient de travailler le soir, là, il dit pas « ouais, ben là, une journée à job, style, là, que j'ai mon boss, puis j'ai assuré à ma pension. » Non! Il revient, puis c'est comme, il est arrivé telle affaire, tel meeting, patata, hey, là, oublie pas, on va le voir la semaine prochaine. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Cette personne-là veut de l'excellence dans sa vie, donc elle doit vivre selon des standards d'excellence. Et c'est juste de s'autoriser à mieux. On se demande des fois pourquoi on a peu de la vie. Des relations ordinaires, un physique ordinaire, une santé ordinaire. La santé, attention, il y a des variables. Il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. OK? Maintenant, là, je parle dans le cas qu'on contrôle. Avoir des finances ordinaires. Encore une fois, des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. Mais dans bien les sphères de notre vie, là, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle. Fait que si tu te dis que toi, tu es correct, tu es OK avec ordinaire, bien, sois pas surpris d'avoir de l'ordinaire. Dernièrement, quelqu'un m'a dans une de mes formations, il me dit « moi, j'aimerais ça faire plus d'argent. Je souhaite avoir plus d'abondance. » Parfait, OK, c'est super. Mais il dit « mais j'ai pas besoin de grand dans la vie. J'ai pas besoin de grand-chose. Tu sais, ma petite maison, ma petite voiture, ça, c'est correct. » Il dit « pourquoi tu te freines en partant? » Ben non, mais c'est pas me freiner, là. Je dis « oui, tu te freines en partant. Tu dis que tu veux de l'abondance, mais tu mets tout de suite une restriction de « ouais, c'est pas pour ça. C'est pas pour la caricature de le gros char, la grosse maison. » C'est comme « non. Va chercher assez d'argent pour avoir la maison puis le char, là, puis décide après ça de ne pas acheter ça. Mets-toi pas dans la posture de « j'ai pas besoin de beaucoup ». Parfait, t'as pas besoin de beaucoup, qu'est-ce que la vie t'envoie? Très peu. Donc, dans les relations amoureuses, c'est la même affaire. Si tu es OK avec ordinaire, ben c'est ce que tu as dans ta vie ordinaire. Fait qu'il faut que la croissance personnelle, c'est quelqu'un qui est sérieux par rapport à ton développement, ce soit une priorité. Puis si c'est une priorité, mais c'est inacceptable que quelqu'un dans ta vie ne soit pas dans cette espèce de posture-là de ben moi, je veux me développer aussi. Et ça peut être différent. Donc, moi, la façon que j'ai amené ma conjointe à s'intéresser au développement personnel, c'est d'aller avec qu'est-ce qu'elle, ça lui fait vibrer. Le discours et la façon que moi, j'amène le message avec Drôlement Inspirant, ça lui parle pas, là. Elle aime qui je suis dans mon conjoint Charles Côté, mais le discours plus rough, plus dur à Drôlement Inspirant, elle veut pas ça dans la maison. Puis c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. Donc, elle va faire de la formation, elle va prendre des cours avec d'autres personnes. Je vais l'encourager à faire la croissance personnelle, à lire des livres avec des choses, des sujets qui sont différents, mais qui la stimulent elle et que, ultimement, c'est pour son bonheur, son épanouissement, puis qu'elle, elle se sent bien là-dedans. Et non, moi, il faut que tu penses comme moi puis qu'on soit pareil. Donc, de toute façon, les choses qu'elle veut avancer, qu'elle veut régler ne sont pas les mêmes que moi. Donc, moi, je peux être assis sur le divan à lire un livre sur la communication, l'influence, la manipulation pour comprendre plein de concepts au niveau du marketing, au niveau de plein d'affaires, puis de façon bienveillante pour aider mes clients à ne pas se faire manipuler, comme c'est de la croissance personnelle. Puis elle lit un livre sur, je sais pas moi, les blessures du passé, sur l'univers spirituel. Puis là, elle, mettons, elle sent bien là-dedans. Comme c'est tout à fait correct. Le but, c'est de savoir que tu te développes et tu avances comme personne. C'est très stimulant quelqu'un qui veut se développer personnellement. Donc, juste de vouloir s'améliorer, ça fait toute la différence. Puis, moi, ce que je suis content aujourd'hui, c'est de voir des gens, tu sais, dans notre équipe que dans nos clients chez Drôlement Inspirant, qui font cette espèce de switch-là dans leur vie de « moi, je veux plus de la vie ». Puis j'exige plus. Puis c'est pas une exigence de menace de si tu changes pas, ben on sera plus ensemble. Non, ça doit être ça. Puis il faut être complètement
aveuglé pour se dire, ben non, je vais réussir à réaliser tous mes rêves et être 100% heureux en étant dans une relation qui me tire vers le bas. Tu peux pas accepter ça. Tu peux juste pas accepter ça. Rétablir la confiance dans le couple. Je vais te conter une anecdote que j'ai vécue dernièrement. J'étais avec un homme qui me posait des questions par rapport par rapport à nos services, en fait, pour savoir si je pouvais l'accompagner en coaching dans ses projets. C'est quelqu'un qui a un emploi, puis qui désire se libérer de son emploi et un jour vivre de ses projets. Ça, c'est la situation de plusieurs personnes. Et je pose des questions, bien évidemment, pour comprendre un peu plus son projet, mais également savoir pourquoi ça n'a pas encore fonctionné, pourquoi il y a des choses qui sont stagnantes. Et évidemment, je peux pas, j'ai pas les réponses à tout sur les projets de tout le monde. Par contre, il y a des variables qui reviennent souvent, qui sont par rapport à, parfois, on va manquer de confiance en nous pour faire certaines choses. On n'a pas le courage nécessaire pour aller de l'avant vers certaines situations qui nous font peur, puis ça nous retarde dans le processus d'avancer. Des fois, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on le fait, mais on manque d'efficacité, on manque de productivité. Il y a des choses qu'on oublie de faire. On est un peu perdu un peu dans notre agenda de priorité. Donc bref, c'est des choses que j'accompagne depuis des années. Puis il y a certaines stratégies qui sont des méthodes que si on applique, peu importe le projet, on a plus de chances de s'y rapprocher. Après ça, de manière individuelle, s'il y a des variables qu'on remarque, OK, mais toi, dans ta situation, parce que tu as vécu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ça fait que tu réagis de telle manière quand il arrive ça, là, on est capable de travailler pour faire en sorte que ce que tu vis, puis l'émotion que ça te fait, puis le fait que tu procrastines telle affaire, là, on va de l'avant avec ça. Donc bref, je pose plein de questions et là, j'arrive vers la question du couple. Puis parfois, quand on parle de business, d'affaires, de projet entrepreneurial, on n'aborde pas vraiment le sujet du couple. C'est comme deux affaires séparées. Mais moi, j'aborde cette discussion-là parce que ça en fait partie étroitement. Parce que si ta vie de couple va bien, généralement, il y a plein d'autres choses autour de toi qui peuvent aller plus fluidement. Parce que si tu te sens en amour, tu te sens dans une relation épanouie, ça te suit tout le long de ta journée. Tu quittes la maison pour aller au travail, puis tu es content d'aller faire ce que tu fais, puis tu as aussi hâte de revenir à la maison parce que tu as hâte de retrouver la personne que tu aimes. Donc, c'est le fun. Tandis qu'à l'inverse, si tu as des projets, puis la personne avec laquelle tu es ne te supporte pas, c'est plus lourd, vous avez des chicanes et des conflits, ta vie en entièreté peut être beaucoup plus lourde. Et là, je pose la question du couple en disant, t'es en couple? Je dis, oui, j'ai une conjointe, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Puis je dis, elle t'encourage-tu dans tes projets? Parce que je rencontre plusieurs personnes qui ont des projets, ont des idées, ont des rêves, et le conjoint et la conjointe ne croient pas aux rêves de la personne. Pire encore, parfois, il y en a même qui essayent de les retenir d'atteindre les objectifs qu'ils ont. Et moi, je trouve ça terrible parce que je me dis, c'est la personne avec laquelle tu dors. On n'a pas dit la personne avec laquelle tu couches. C'est la personne avec laquelle tu dors chaque nuit ne croit pas en toi. Il y a un sérieux problème. Et ça, c'est le genre de sujet qu'on va pouvoir traiter dans cet épisode-ci, mais que je parle évidemment avec mes clients en formation. Et là, je pose la question, puis je me dis, j'espère que sa conjointe elle croit en lui parce que si elle ne croit pas en lui, on va laisser faire temporairement les affaires de productivité, d'efficacité, puis tout ça, parce que quand même que tu travaillerais bien fort sur ton projet pour l'accomplir, si la personne avec laquelle tu passes le plus de temps ne croit pas en toi, c'est un peu comme ta montgolfière là, que tu donnes là, plein de gaz, puis du feu là, pour que ça s'envole, mais il y a une corde qui est encore attachée. Cette corde-là, c'est la personne qui retient ça parce que c'est comme, tu auras bien beau mettre l'effort que tu veux, si la personne avec laquelle tu passes le plus de temps dans ta vie ne croit pas en toi, c'est très difficile d'avancer. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde croit en toi pour que tu réalises tes projets? Pas du tout. Puis est-ce que tu dois te freiner pour l'autre? Pas du tout. Mais ça ne vient pas t'aider dans ton ascension. Là, il dit, non, ma conjointe, elle croit en moi, mais elle m'écoute plus, ça t'écoute plus. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je n'écoute plus. Je compte mes affaires, là, puis je trouve qu'elle croit qu'elle m'encourage, mais elle ne croit pas vraiment que je vais réussir. Je dis, OK, je dis, comment ça, elle ne croit pas trop que tu vas réussir? Ça fait des années que j'essaie des affaires, puis je finis pas grand-chose. Puis est-ce que tu essaies des affaires et tu échoues, ou tu essaies des affaires et t'abandonnes? Il dit, non, j'abandonne parce que c'est trop dur, ou je change d'idée, ou j'ai une autre idée finalement, j'ai un autre projet. Puis moi, j'ai plein d'idées, là. Ça, là, je vois plein de gens que c'est ça, ils sont fiers de dire qu'ils ont plein d'idées. C'est comme, c'est cool que tu aies plein d'idées, mais tu fais rien avec.
Il n'y a rien d'utile là-dedans. Là. C'est comme, j'ai plein d'argent. OK, mais tu fais quoi avec? Rien. Je la garde dans mon compte, là, puis je touche à rien. C'est comme, elle n'a aucune utilité. Ton argent, c'était juste fier d'en avoir, puis tu fais rien avec. Fait que ça a une affaire, c'était plein d'idées. Les idées valent rien si elles ne sont pas concrétisées dans quelque chose qui va avoir de la valeur. Donc là, je lui ai dit, OK, c'est cool que tu aies plein d'idées, mais je disais, laisse-moi deviner, là. Tu es à la table de cuisine, à cuisine le soir, tu es assis à la table, là, ta conjointe et toi, vous comptez votre journée et tout ça. Toi, tu y comptes tes idées de projet en étant super enthousiaste, puis excité par rapport à ça. Puis elle t'écoute à moitié, elle regarde son téléphone en même temps, puis elle dit, ouais, c'est à peu près ça. OK. Je dis, en fait, elle n'a plus confiance en toi dans cette sphère de vie-là. Elle dit, non, non, elle dit, clairement pas, là. C'est même rendu un running gag, là, dans la maison, de comme, ah oui, toi, là, puis tes projets, là, ah oui, toi, puis tes idées, là. Et là, je dis, comment tu te sens par rapport à ça? Tu sais, ça te fait, t'es-tu comme indépendant de ça? Ça te dérange pas? Ça te dérange pas du tout? Toi aussi, t'as envie? Tu sais, tu en ris de ça ou il y a un petit quelque chose à l'intérieur de toi qui te dérange? Il dit, ben honnêtement, il dit, attends un peu, là, c'est une bonne question. Je dis, tu sais, ma job, c'est pas de te faire sentir coupable, mais tu sais, je rencontre des gens, moi, à la semaine longue, que ils se sentent coupables sur des situations dans lesquelles ils ne devraient pas, puis on travaille sur la culpabilité pour qu'ils se sentent moins coupables de certaines situations, parce que la culpabilité, c'est vraiment un poison. Mais il y a certaines autres personnes que je rencontre qui se sentent coupables, puis ont des raisons de se sentir coupables. C'est comme, t'as fait une erreur ou tu fais quelque chose où tu répètes de quoi, sans cesse, qui fait en sorte que tu te sens pas bien parce que tu sais que tu fais la mauvaise chose. Ben, t'as des raisons de te sentir coupable. Maintenant, est-ce que tu faut que tu traînes ça toute ta vie? Pas du tout. Mais il faut que tu fasses quelque chose pour changer ça. Donc, je veux pas que tu te sentes coupable par rapport à ta conjointe comment elle te voit, mais comment tu te sens réellement à savoir que ta conjointe, elle rit du fait que tu as plein d'idées des projets et que tu n'accomplis rien. Et dis, ouais, pour vrai, je me sens pas bien par rapport à ça. Et si tu as envie avec elle, ou ça vient un running gag dans la maison, penses-tu que c'est un petit peu juste pour faire en sorte que ça te protège du fait de ne pas te sentir mal par rapport à ça, puis vous en riez, fait que tu comme plus léger, mais au fond de toi, ça te fait réellement chier, puis tu aimerais vraiment ça qu'elle croit en toi? Dis, c'est sûr que j'aimerais ça qu'elle croit en moi et qu'elle m'encourage. C'est good. Maintenant, le problème, c'est clairement pas ta conjointe. Là. Ta conjointe, elle a des bonnes raisons de ne pas croire en toi. Ta conjointe, tu as prouvé que tu n'étais pas quelqu'un de confiance par rapport au projet que tu veux faire. Parce que dans une autre sphère de vie, mettons, je sais pas, là, tu dis, je vais aller faire l'épicerie. Est-ce que ta conjointe a fait, ben oui, tu vas aller faire l'épicerie. On va pas encore manger pendant 5 jours, je le sais. Mais non, c'est comme, tu dis que tu vas aller faire l'épicerie, elle sait qu'à chaque fois que tu dis que tu vas faire l'épicerie, tu s'en vas le faire. Fait que c'est comme, elle ne doute pas. Elle se dit pas, il va-tu finalement aller au casino? Il va-tu finalement aller voir ses chums pour aller écouter le hockey? Ou il va rien aller? C'est comme, non, non, dimanche matin, ma chérie va à l'épicerie, pas de question, elle sait, elle a confiance. Là, tout que tu écoutes en ce moment, tu fais, ben oui, mais c'est un peu, c'est simple. Ben oui, oui, mais c'est ça pour bien les situations. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu dis que tu vas faire et tu le fais pas, c'est clair que les gens ont plus confiance en toi. Donc là, dans le couple, il y a des choses, on va voir des situations très précises où il y a des sphères de vie sur lesquelles on est bon, puis que les gens ont confiance en nous, pas parce qu'on est bon, mais parce que quand on sait qu'on va faire cette chose-là, parce qu'on est bon, bien, c'est tout le temps fait, c'est exécuté, donc la personne avec nous a confiance que ça va être fait. Ça va être fait. De l'autre côté, on peut avoir certaines faiblesses, et si nos faiblesses ne sont pas assumées, bien, on vit mal avec ça. Donc, pour revenir à mon client, on pourrait dire en quelque sorte, qui vit cette situation-là, je dis là, le plan de match, le départ de tout ça, là, c'est simple. C'est qu'il faut que tu trouves en partant c'est quoi tes forces, tes faiblesses. On assume que les forces, c'est les choses que tu fais. Puis les faiblesses, on va les travailler, c'est quoi ces points-là. Et si c'est des choses sur lesquelles tu ne veux pas travailler, il faut que ça soit assumé à 100% et dit dans le couple, comme quoi que telle chose, bien, je ne suis pas vraiment bon là-dedans, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire ou que je ne ferai pas. Comme ça, il n'y a pas d'attente envers ton partenaire. Et tout ce que tu dis que tu vas faire, il faut que tu le fasses. Peut-être que tu connais ma fameuse phrase que je répète depuis des années, « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Mais maintenant, il existe une nouvelle phrase qui est « Fais ce que tu as dit que tu allais faire ». Donc, quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est clair que les autres n'ont pas confiance en toi. Parce que ça devient quelque chose de répétitif et de nouveau, qui n'est pas nouveau, puis c'est comme, ben oui, lui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il ne le fait pas. Donc, je n'ai pas confiance en ce qu'il va dire. Et pour revenir aux forces versus les faiblesses, je vais te partager une anecdote tout récente là, que j'ai expérimentée là. Je te reviens avec ma situation de mon client. Chez nous,
notre barbecue brise dernièrement. Des choses qui arrivent. Et moi, dans mon couple, nos rôles sont très bien définis, la conjointe et moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se plier ses pieds comme si on était les deux mêmes employés d'entreprise qui font les mêmes tâches, puis on ne sait pas qui fait quoi. On sait clairement qui fait quoi dans le couple. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu fais tout ça. Ah, non, mais là, c'est à ton tour. » Ou il y a pas c'est très clair. Et je suis pas en train de dire que c'est ça la recette absolue pour avoir un couple épanoui. Je respecte tous les types de relations dans le couple, à défaut que tu sois heureux. Nous, on est heureux, on est épanoui, donc on va conseiller cette recette-là d'avoir des choses claires. Donc, par exemple, de manière très, je pourrais dire, stéréotypée et classique, ben moi, je m'occupe de tout ce qui est au niveau de mon entreprise, qui rapporte de l'argent, qui est bon pour la famille. Donc, je suis le patron pour l'entreprise. Ma conjointe travaille avec moi. À la maison, c'est elle qui est le boss. C'est elle qui sait c'est quoi les choses à acheter, c'est elle qui sait c'est quoi toute l'organisation pour les enfants. Puis une famille, là, c'est une entreprise. OK? Une famille, c'est tout qu'une job. Et bravo à tous les mamans et les papas qui prennent soin de leurs enfants, puis les mamans qui s'occupent de la maison et tout ça. Je le vois que ma conjointe a fait, elle ne chôme pas. Donc là, c'est elle qui a la tâche, parce que ça fait partie de son rôle, c'est elle qui a la tâche de magasiner un barbecue. Même si le barbecue, c'est associé aux hommes, puis c'est les hommes qui devraient peut-être gérer cette patente-là. Moi, j'en fais du barbecue. Une fois qu'il est acheté, puis il est monté, puis tout est correct, c'est le patio. Mais là, magasiner ça, c'est elle qui fait ça. Elle regarde en ligne et tout, puis elle me consulte pour me dire « Ah, finalement, ça tel type de barbecue. » Puis je fais « Chérie, comme 99% des affaires qu'on achète, je te fais confiance aveuglément, tu penses que c'est une bonne affaire, vas-y avec ça. » Là, elle me dit « Ah, la seule chose que je veux confirmer avec toi, parce que ça me tésille un peu, c'est que pour la livraison puis l'installation, c'est 165 $ pour faire l'installation du barbecue. » Je fais « Colin, quand même, hein, 165 $. C'est pas qu'on n'a pas les moyens de le payer, mais ça me semble que c'est un peu cher. Il y a une différence dans l'argent entre quelque chose qui est vraiment, vraiment... en fait, chaque prix de quelque chose est subjectif, c'est-à-dire que tu as beau avoir les millions que tu as dans le compte en banque. Moi, ben, je considère que 8 $ ou 9 $ un café, c'est cher parce que c'est un café. Fait que le prix, moi, je trouve qu'il ne justifie pas le produit. Il y a d'autres choses, par contre, que je suis prêt à payer beaucoup plus cher, puis je me dis, ben oui, ça justifie le prix. Mais là, 165 $ une installation, je trouvais ça un peu cher. Par contre, nos rôles sont très bien définis, puis je connais mes forces et mes faiblesses. Donc, moi, dans mes faiblesses, clairement que, ben, monter ça, ce barbecue-là, je l'ai déjà fait à l'époque et ça s'était pas tant bien passé. Je sais pas si tu as déjà vu les sketchs de Martin Matt quand il fait de l'installation de ses affaires chez eux. C'est assez similaire. Donc, elle le sait ça. Que moi, j'aime pas ça, c'est pas un talent, j'ai pas de plaisir et j'ai non plus pas le temps de faire ça. Fait qu'elle, c'est même pas un questionnement de « tu vas-tu le faire? » Puis là, elle essaye de m'amener sur le chemin de « tu devrais le monter, là, ça ne coûtera pas 160 $ pour l'installer. » C'est comme, elle me demande si je suis à l'aise à payer ce prix-là. C'est un peu comme, si t'es pas à l'aise de payer ça, on va voir tout le monde quand même. Je regarde mon agenda, puis là, je fais, bien, honnêtement, dans la prochaine semaine, je dis pour quand on a besoin là, vraiment d'un barbecue. Là? Puis elle me dit, bien, pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine, on va recevoir à souper, puis je voudrais qu'il soit prêt. Puis je regarde mon agenda, puis je fais, ouais, ben là, ma semaine est bookée du matin au soir. Puis quand je dis booké du matin au soir, c'est que là-dedans aussi, j'ai inclus les périodes de temps que je prévois à l'avance avec mes enfants. Que ça, je ne passerai pas pour aller faire quelque chose qui ne me tente pas. Parce que c'est plus important pour moi de passer ça avec mes enfants. Et là, je regarde la semaine d'après, puis là, en plus, dans la fin de semaine, il faut que je monte à Québec pour une conférence. En fin de semaine, je n'aurai pas le temps. La semaine d'après, j'ai pas. Genre, non, vas-y, paye l'installation, puis ça va être fait. Puis comme ça, ben, dans 2 semaines, quand on reçoit la souper, tout va être réglé, ça va être génial. Le lendemain, la conjointe parle avec son père. Elle raconte ça. Hey, qu'est-ce qui se passe à la maison avec les enfants? Ça va bien. Ah, on a acheté un nouveau barbecue. Ah ouais, il est chez vous, là? Non, non, il vient de l'installer cette semaine. Elle dit, Caroline, pas 165 $ l'installation pour le barbecue, là, c'est pas donné. Et mon beau-père, il répond, ben, pourquoi tu fais pas ça? Ah, tu sais bien, tu connais Charles. Il n'y a pas le goût de faire ça, il n'y a pas le temps, puis entre toi et moi, ça va être monté tout croche. Et là, on rit de ça. On rit de ça parce que c'est comme, ben oui, on sait que je suis pas tant bon que ça, puis c'est pas ma force, bien correct. Il se dit, paye pas pour ça, laisse faire la livraison, puis l'installation, puis tout ça. Il dit, je m'occupe de tout ça. Achète un barbecue, je vais venir l'installer. Elle dit, ben non, père, j'ai pas envie qu'on te pèle nos affaires qui ne nous tentent pas de faire. Là, on ne veut pas te déranger à n'importe quel petit cossin qu'on a à faire dans la maison. Là, non, ça me fait plaisir.
Et je vais venir profiter de la piscine, je vais venir voir les enfants, il y a toujours de la bière fraîche dans le frigidaire. Moi, je m'en viens faire ça. Il dit, c'est le fun. Puis lui, ça lui plaît de faire ça. Il est bon. Puis moi, j'aime mon beau-père. Puis je suis content que ça y plaise. Je n'irais pas demander d'emblée. Mais si ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Et là, je le sais que pour beaucoup d'hommes, c'est une situation qui peut être confrontante au niveau de l'orgueil. Parce que c'est comme, ben voyons là, voir que le père de ma blonde va venir faire les affaires à ma place dans la maison. Puis ça, c'est comme, ben moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que la personne qui dirait, ah, mais là, c'est facile de faire ça, le barbecue. C'est pas que c'est facile ou difficile, c'est tellement subjectif. C'est-à-dire que moi, la journée que le barbecue va se faire installer, là, moi, je vais donner une conférence. On va échanger les rôles, mon ami. Mettons que toi, à la place là, de monter le barbecue, on va te dire, ben, viens sur une scène devant 400-500 personnes. Puis là, il faut que tu les motives, il faut que tu les inspires, il faut que tu leur donnes des stratégies pour les aider dans leur vie à se développer personnellement. À la fin, il faut que tu gères toute cette adrénaline-là, que tu réussisses à bien dormir, à ne pas t'enfler la tête parce que là, le monde y t'aime dans cet instant-là, de continuer à être une bonne personne dans la vie de tous les jours. Puis, essaye ça pour le fun. Non, mais non, moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas ma force. Ben, c'est ça. Ça, moi, c'est ma force. L'autre affaire, c'est pas ma force. Donc, pourquoi je te donne cet exemple-là? C'est que quand tu connais tes forces puis tes faiblesses, puis tu embrasses autant tes forces que tes faiblesses, et que c'est clair avec la personne avec laquelle tu es, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est une relation qui a plus une tendance à être saine parce qu'on le sait sur quoi on peut s'appuyer. Le problème, là, ça aurait été que je dise, ben non, je ne veux pas payer ça, ou je ne veux pas déranger quelqu'un, je vais le faire, chérie, sachant très bien que j'aime pas ça, je suis pas bon, puis j'ai pas le temps. Puis de dire, OK, c'est pour quand, là, tu veux ça, là? Ah, dans 2 semaines. Hey, on va le faire en fin de semaine. Là, ça n'enlève pas que j'ai une conférence pareille le samedi. Fait que là, je reviens de Québec, la route, je suis fatigué le dimanche. Ah, là, finalement, il y a quelque chose avec les enfants. Ou il y a quelqu'un qui nous appelle. Là, je le fais pas. Rendu dimanche soir, chérie, c'est pourquoi c'est pas encore fait? Ah, j'ai pas eu le temps. On va faire ça. D'ici mercredi, ça va être fait. Fait que là, la semaine commence. Lundi, mardi, mercredi soir. Charles, c'est pas encore fait le barbecue, là. On reçoit là, dans pas long. Là. Oh oui, d'ici le vendredi, je te dis ça va être fait. Puis là, de repousser ça, puis de repousser ça, puis de repousser ça parce que j'aime pas ça me tente pas, je suis pas bon là-dedans. Et là, d'arriver la journée même, essayer de le faire, c'est du croche, je me fâche. Puis là, ben, il me dit, ah, on aurait donc dû payer pour ça à la place. Ou puis là, elle me dit, ben, j'aurais dû demander à mon père. Hey, là, c'est plus fâché par rapport à ça. Là, ça crée des conflits qui sont tellement inutiles. Mais tellement. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Là. Elle va nous envoyer des défis de toute manière. Ça, c'est le genre de conflit qui peut être évité tellement facilement quand tu connais tes forces, tes faiblesses, puis tu embrasses autant tes faiblesses que tes forces. Fait que si moi, j'avais une motivation extrême à vouloir devenir bon, là, à monter des affaires chez nous, des meubles, puis tout ça, OK, mais là, mon rôle, c'est de travailler ça, puis de devenir bon là-dedans, puis de m'améliorer, puis d'accepter le processus que je ne suis pas bon en ce moment, mais je veux m'améliorer. Et là, la personne avec qui je suis en couple, elle va me dire, mais moi, je t'encourage, parce que tu as le désir de vouloir t'améliorer. Mais là, quelque chose qui ne te tente juste pas, puis tu le fais à contre-cœur, puis juste parce que, faut que je le fasse, puis c'est mal fait, c'est fait plus tard, tu n'as pas tenu ta parole là-dedans, bien sûr que ça crée des frictions. Et là, c'est à chaque chose qu'il y a à faire chez nous, je dis à ma conjointe, oh, je vais le faire. Et là, je ne le fais pas, pour les raisons que je viens d'expliquer. Bien, c'est normal qu'éventuellement, elle n'ait plus confiance en moi par rapport à toutes les choses, par exemple, qui seraient dans la maison. Elle va dire, ah non, moi, Charles, si tu me dis qu'à la job, tu vas faire A, B, C, D, je te crois parce que tu as tout le temps respecté ta parole. Mais si à la maison, tu ne fais pas A, B, C, D, bien, maintenant, j'y crois plus. Puis j'ai plus confiance en toi là-dedans. Ça vient quand même créer une graphine sur quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des fois que je vais devoir faire des choses qui ne me tentent pas, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse? Absolument. Fait que c'est pas blanc ou noir, c'est que des zones grises. Sauf que, si je reviens à notre client qui se faisait un peu décourager par le fait que sa conjointe rit avec lui, parce que lui, finalement, il trouvait ça drôle également, là, pour essayer de se déculpabiliser, mais rit du fait qu'il commence des affaires puis il termine jamais. Bien, les gens n'ont pas expérimenté de conséquences assez graves quand ils n'ont pas respecté leurs paroles. C'est-à-dire, imagine là, qu'on va l'appeler la police de l'intégrité. Là. Où à chaque fois que tu dis quelque chose que tu dois faire, et tu le fais pas, tu as une contravention.
Pas juste une contravention de l'argent, là. Pareil comme le code de la sécurité routière, là. Tu as un ticket avec un montant d'argent payé plus des points de démérite. Tu vas dire, ben là, ouais, j'aurais plus tendance à faire que ce que je vais faire. Oui, parce qu'il y a une conséquence. Le problème, quand on ne respecte pas notre parole, c'est que généralement, il n'y a pas une grande conséquence, dépendamment du sujet. Quand c'est quelqu'un autour de nous, c'est conjoint, maintenant, on finit par les prendre par acquis, hein, on va se le dire. On les prend pour acquis. C'est comme, ben oui, ben, elle est là, puis quand même que je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire, elle est encore avec moi. C'est pas grave. Non, ça crée un problème à long terme. Le couple peut rester en couple, mais ils n'ont plus confiance en eux. Ça ne crée pas de relation qui est saine et qui est agréable pour les deux. Donc, je te reviens à la police de l'intégrité. Si tu veux t'assurer là, sur le code de la sécurité routière, si tu veux t'assurer sur la route là, de ne pas avoir de contravention, c'est quoi la meilleure chose que tu peux faire? Là, tu vas me répondre, ben, respecter le code de la sécurité routière, respecter les limites de vitesse et tout ça. La réponse, c'est non. La meilleure chose que tu peux faire pour ne pas avoir de contravention sur la route, c'est de ne pas aller sur la route. Si tu ne vas pas sur la route, tu es sûr de ne pas avoir d'étiquette. Si tu vas sur la route, tu t'exposes à avoir une étiquette. Mais si tu respectes le code de la sécurité routière, tu diminues les risques d'avoir une contravention. Mais ça reste que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller sur la route. Mais bon, il faut que tu y ailles sur la route quand même. Donc, tu assumes que tu respectes le code de la sécurité routière pour ne pas te faire taper ses doigts, par exemple. Si tu ne le respectes pas, tu as une contravention. Fait que tu payes de l'argent parce que c'est comme ça, c'est ta conséquence immédiate. Tu n'as pas respecté le code, donc tu as une conséquence immédiate. Puis on va accumuler un dossier, des points de démérite. Donc, il y a des points qu'on va retirer parce que c'est un privilège d'être sur la route. Puis si tu ne respectes pas les règles qui sont en place sur ce privilège-là, bien, on va t'enlever le privilège et c'est ta conséquence à payer de ne pas avoir respecté ça. Fait que je te remets ça dans une situation de couple où à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu ne le fais pas, il y a une contravention avec des points de démérite, puis à la fin, là, tes points là, que tu as, là, si à la fin, tu n'as plus de points, puis ne plus avoir de points, c'est la personne te quitte. Vraiment que tu prendrais plus au sérieux ce que tu dis. Là, il y a des gens qui vont prendre ça un peu à l'extrême en disant, ben là, c'est un peu exagéré. Ben, c'est un peu exagéré. Moi, c'est pas pour toi, mais mon couple est important pour moi. Et je tiens à la personne avec laquelle je suis. Si je tiens à la personne avec laquelle je suis, je veux que la relation soit bonne. Puis pour que la relation soit bonne, il faut qu'il y ait de la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, ben, il y a un risque là-dedans. Et le problème, c'est qu'on a, nous, là, pas les autres, nous, non seulement on ne respecte pas toujours notre parole, mais on accepte trop rapidement et on pardonne trop rapidement les gens qui ne respectent pas leur parole. Alors, en début de relation, s'il y a une situation où la personne ne respecte pas sa parole, puis tu pardonnes hyper rapidement, c'est un peu comme si à chaque fois que tu te fais arrêter, le policier il fait comme « Ah non, c'est pas grave, tu peux continuer, tu peux mettre ton stop. » t'étais pressé. Parce qu'on a tous une bonne excuse. Dans le coup, tu fais « Ah, j'ai pas eu le temps, il est arrivé ici, t'avais ça. » Le policier, tu peux lui dire la même affaire. « Ah, j'étais pressé, j'ai pas eu le temps de regarder le stop. »« Oh, c'est pas grave, vas-y. » Tu vas-tu refaire tes stops à tous les fois? À la même place, tu vas arriver, oh, tu vas brûler ton stop. C'est pas grave. À chaque fois que je me fais arrêter, là, ils finissent toujours par me pardonner. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça sur la route. Il va te donner une contravention, puis si tu le refais à tous les fois, éventuellement, non seulement tu as un gros montant d'amende à payer, mais tu as aussi également des points de démérite, puis quand tu n'as plus de points, tu n'as plus de permis. Donc, si tu brûles ton stop avec ta conjointe ou ton conjoint à tous les fois, c'est-à-dire que tu dis quelque chose et tu ne le fais pas, éventuellement, si la personne est assez claire en disant « Faut que tu le fasses, qu'est-ce que tu as dit de faire? » Puis moi, au bout là, de 5-6 avertissements, moi, je suis plus là parce que je ne peux pas avoir confiance en toi. Tu te prendrais plus en main, tu prendrais plus au sérieux les choses que tu sais que tu dois faire. Moi, les relations amoureuses, c'est un sujet que je parle souvent parce que, personnellement, je veux toujours avoir une relation épanouie pour mon couple, mais également avec beaucoup de nos clients parce que on accompagne des gens dans différentes choses au niveau de la croissance personnelle et le couple est quelque chose qui est très, très, très relié à notre croissance parce que si nous, on va bien comme personne, nous-mêmes envers nous-mêmes, ça va mieux dans le couple. Puis si le couple va bien, nous, on se sent mieux à travailler sur nous. Donc, bref, c'est super interrelié et il y a différentes situations que je vois avec des clients que je peux t'amener aujourd'hui. Puis l'intention de cet épisode-ci, c'est de faire en sorte que, suite à l'épisode, si tu appliques certaines notions qu'on va voir ensemble, ça puisse augmenter la qualité de ta relation amoureuse. Donc, le premier point que je veux voir avec toi, c'est les fameux non-dits. Les non-dits, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est « je prends pour acquis que ». Et non-dit, ça peut être dans n'importe quelle relation, ça peut être au travail, ça peut être dans ton couple, ça peut être en famille, n'importe où. C'est
au lieu de prendre parole, puis de dire qu'est-ce que j'ai à dire ou de préciser mon intention, préciser ce que je pense, préciser mon émotion, je prends pour acquis que l'autre devrait comprendre. L'autre me connaît, l'autre devrait savoir que je me sens comme ça. L'autre devrait comprendre que. Puis je le vois dans différentes affaires. Je vois des femmes qui prennent pour acquis que leur homme, leur conjoint, devrait donc bien comprendre comment elles se sentent quand elles viennent travailler pour une mauvaise journée. Puis là, elle veut rien dire, bien comme non, c'est correct. Puis elle précise rien. Puis lui devrait comprendre. Elle est complètement dans l'erreur. Et de l'autre côté, je vois des hommes qui, pour eux, prennent pour acquis que, ben voyons donc, ma femme, elle se plaint que je ne suis pas souvent à la maison, je travaille beaucoup, mais Caroline, je fais plein d'affaires pour elle, puis elle ne voit pas, là, tout ce que je fais, là. C'est pas que l'un ou l'autre est pas correct. C'est pas que l'un ou l'autre fait quelque chose de mal. C'est qu'il n'y a rien de clair. Ils se parlent pas. Puis pas, ils se parlent pas, ah, ils sont chacun de leur bar, chacun dans leur salon, puis ils écoutent la télé, puis il n'y a pas de communication. Non, c'est qu'ils se disent pas les vraies affaires. Ils ne communiquent pas ou ils communiquent mal leur intention puis ce qu'ils veulent vraiment puis qu'est-ce qu'ils aiment vraiment. Puis dans qu'est-ce qu'on aime vraiment, on va en parler. Donc, les fameux non-dits, c'est que lorsqu'on prend pour acquis que l'autre comprend, puis il ne comprend pas, ça crée un conflit. Et ça, dans toutes les relations, ce qui fait un grand sens, c'est qu'on ne peut pas prendre pour acquis qu'il y a une seule philosophie puis que tout le monde devrait marcher cette philosophie-là puis faire en sorte que, ben oui, ça, c'est une évidence. Donc, quand tu continues une relation amoureuse, il y a des choses à l'intérieur de ton couple qui deviennent une évidence. C'est-à-dire, ben nous autres, on le sait que, je sais pas moi, après souper, ben on fait la vaisselle ensemble. Bon, je dis n'importe quoi. OK, ben c'est une évidence pour nous. On se lève, on fait la vaisselle. Imagine que tu te sépares. Tu vis ton célibat pendant quelques mois, peut-être quelques années, tu rencontres quelqu'un, vous vous mettez en couple, puis là, ben, ça fait une couple de souper que vous avez ensemble, puis que toi, tu te lèves, tu fais la vaisselle, ton conjoint, ta conjointe, il ne fait rien. Puis là, toi, tu dis rien, tu accumules, tu fais comme, de temps en temps, un petit commentaire, hein, ce serait le fun que tu m'aides, hein? Oh, oui, oui. Puis là, le conjoint, il amène la vaisselle un petit peu, puis tu trouves que ça ne tente pas trop. Puis là, tu dis rien, puis tu accumules, puis tu accumules. Puis là, de manière, ça devient comme, t'en parles même avec les gens autour de toi, là. Tes chums de filles, les chums de gars. Hey, quand on finit de souper, il fait jamais rien pour m'aider, puis papa, puis là, ah ouais, il fait pas ça, voyons donc, il me semble que c'est évident qu'il faut ramasser. Quand... Oh. Là-dedans, le pas fin, ça a l'air de la personne qui se lève pas pour ramasser. Mais la réalité, c'est que toi, qui vis la frustration, tu as mal communiqué. Tu n'as pas communiqué qu'est-ce que toi, t'aimerais que la personne fasse. Puis tu prends pour acquis que ben, c'est une règle globale dans la société, puis que c'est comme tout le monde devrait faire ça. Alors que de l'autre côté, cette personne-là pourrait être en couple avec quelqu'un qui a toujours pris pour acquis que c'était elle ou à lui de faire cette tâche-là parce que l'autre fait autre chose. Puis c'est après souper, hey, tu touches à rien, je m'occupe de tout, puis moi, ça me rend heureux ou heureuse de faire ça. Puis là, mais qui pourrait juger que c'est acceptable ou pas acceptable? On s'en fout complètement de ce qui est acceptable ou inacceptable. C'est tellement subjectif. C'est selon toi comment tu te sens dans la relation. Donc, si ça n'a pas été communiqué, tu ne peux pas te plaindre à l'autre qui n'a pas compris parce qu'il ne sait pas. Donc, il faut être clair dans nos désirs, dans qu'est-ce qu'on aime, dans qu'est-ce qu'on n'aime pas. Si ce n'est pas vulgarisé rapidement dans la relation, puis au fur et à mesure de la relation, il n'y a pas une mise à jour de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, on accumule un paquet de non-dits, puis ça crée des frustrations. Puis là, nous, dans notre tête, on se fait tellement de scénarios que, bien là, si j'ai dit ça, puis ça fait 5 ans que j'accumule, on va se dire, bien voyons donc, pourquoi aujourd'hui tu m'arrives avec ça? Bien, on continue, puis on persiste là-dedans, puis ça peut faire en sorte que la relation s'effrite avec le temps. Puis on ne veut pas se rendre à là. Donc, les fameux non-dits, il faut les aborder. Puis moi, je me souviens, là, c'est un cas tellement stéréotypé, c'est un cliché des clients que j'ai comme des hommes d'affaires. Ils ont bien de l'argent, bien des compagnies. Puis là, eux autres, ils veulent avoir du coaching pour optimiser leur temps, mieux gérer leurs affaires, leur business. C'est bien gros, très productif. Puis là, dès qu'on parle un peu du couple, c'est comme, ah non, non, là, c'est correct, là, ben, ça va saut avec ma femme, là, mais c'est parce que c'est elle, tu sais, le problème. Là, hey, je paye le chalet à Tremblant, on a le condo en Floride, elle a le salle décapotable, on a le bateau, on a les voyages, je paye tout aussi, puis elle n'arrête pas de chialer. Elle dit que je suis jamais là. Elle dit que je travaille tout le temps avec elle, il faut que je paye les babelles, tu sais. C'est comme, OK, je suis d'accord que ce que tu fais, c'est comme, hey, tu y amènes vraiment quelque chose de wow. Elle, qu'est-ce qu'elle désire vraiment? Toi, tu prends pour acquis que tout ça devrait lui faire fermer la gueule. C'est comme,
Tu as tout ça, toi, tais-toi. Dis rien parce que moi, je t'amène ça. Peut-être que pour elle, pour avoir un bateau de moins, un char de moins dans l'équation, puis plus de toi, puis ça ferait son affaire. Mais peut-être que toi, ça ne fait pas ton affaire, puis tu préfères payer, puis être moins là. Donc maintenant, qui est le gentil, qui est le méchant? Aucun des deux. L'idée ici, c'est de savoir, mais toi, c'est quoi que tu considères vouloir mettre ça à la table, puis l'autre également, c'est quoi qu'il préfère. Donc là, ça revient à, il faut bien communiquer qu'est-ce qu'on a envie. Et si toi, tu as envie de juste continuer à payer, pas trop être présent, il faut au moins que ça soit dit. Donc, par exemple, je te donne une situation personnelle. Moi, très, très, très tôt dans ma relation, je l'ai mis de l'avant que, écoute, moi, chérie, je sais pas si tu le sais dans quoi tu t'embarques là, avec un gars comme moi, là, mais moi, j'ai des imprévus. Je peux dire que, ben, je pense aujourd'hui, c'est vers 5 heures, puis finalement, je vais rentrer à minuit parce qu'il y a autre chose que j'ai une idée, puis là, je travaille sur quelque chose. Donc, je t'amène le pedigree du côté moins fun, puis que si, non contextualisé, tu parles à tes chums de filles en disant « Hey, tu sais pas qu'est-ce que mon chum il a fait, il m'a dit. » Puis tout ça, ils vont dire « Ben voyons donc, c'est pas correct. » Moi, je te le dis en partant. Moi. J'ai tel défaut, j'ai tel problème, je suis de même, il y a ça que je suis pas bon, il y a ça que je suis pas bon, il y a ça qui va arriver, il y a ça que je vais faire. Ça vient avec le package deal. Le problème, c'est qu'en début de relation, on se met sur notre meilleur. Hein? On est extraordinaire, on est fin, puis on est beau, puis tout est génial. Puis après ça, ça s'en va vers là-bas. Moi, je te dis en partant dans quoi tu t'embarques, là, c'est pas un film d'amour, OK? Mais par contre, ce que je mets sur la table, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça, tu le fun pour toi, ça pèse-tu dans la balance? Ben oui, moi, j'adore ça. Parfait. Donc, notre relation va être unique. Notre relation, on ne va pas la comparer avec d'autres. Notre relation, on ne pourra pas dire que si tu es bien vu, pas bien vu aux yeux de la société, on s'en calisse. Notre relation va être géniale parce que on le sait qu'est-ce qu'on veut, puis on le sait qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis au moins les choses sont claires, il n'y a pas de non-dit. Parce que là, tu t'embarques dans une relation, puis mon fameux stéréotype, là, cliché d'homme d'affaires qui paye tout pour sa femme, puis que lui, il est fâché qu'elle, elle soit pas satisfaite de ça, puis c'est comme, ben oui, non, tout le temps, je rachète quelque chose pour qu'elle me crisse patience. Il n'y a pas une bonne communication là-dedans. Puis s'il y a plus de temps de qualité que sa femme, puis elle, c'est ça qu'elle désire, bien, probablement que la relation va mieux aller. Et ça m'amène au fameux langage d'amour, que la majorité des couples, je remarque qu'ils ne connaissent pas leur partenaire. Ils connaissent leur partenaire sous certains angles, mais ils prennent pour acquis certaines affaires. Le nombre, puis là, j'ai pris un cas stéréotype d'hommes, mais j'ai un cas très stéréotypé également de femmes qui vont me partager que sont insatisfaites sexuellement avec leur conjoint parce que lui, il a toujours pris pour acquis qu'est-ce qu'elle elle devrait aimer, puis elle n'ose pas le dire parce que, ben là, comment que son conjoint va prendre ça? Il y en a beaucoup. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas eu la discussion de « Ah, ben ça, j'aime ça quand on fait ça, je suis un peu moins into it là-dedans. » On n'a pas abordé ce sujet-là. On sait que la sexualité, c'est un sujet également qui est très tabou, qui l'est de moins en moins avec les années, mais le sujet de la sexualité a été beaucoup mis de l'avant comme étant, on peut regarder des affaires qui manquent de classe un peu partout sur les médias sociaux, mais tout seul dans la chambre à coucher avec le couple, ça, des fois, on n'ose pas trop parler de certains sujets qui pourraient être tabous. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que l'autre aime. Et là, je parle d'un point de vue sexualité, mais dans le couple complètement, je dis dans son entièreté, il y a différentes affaires que les gens préfèrent et vont prioriser sur d'autres aspects. Donc, il y a eu un livre, je pense que ça vient d'un livre qui est les 5 langages d'amour. Et bref, je t'énumère c'est quoi les 5 langages. Il y a la parole, il y a les moments de qualité, il y a les cadeaux, les services rendus et le toucher. Donc, certaines personnes vont, pour eux, dans leur relation, être très attirés ou vraiment aimer ce que l'autre va dire. Donc, la parole, c'est-à-dire si on complimente. D'être complimenté, c'est quelque chose que cette personne-là va plus aimer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les autres choses que je t'ai nommées. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les autres 4 langages d'amour. C'est juste que cette personne-là va prioriser ça. D'autres personnes, ça va être plus des moments de qualité. D'autres personnes, c'est plus des cadeaux avec une surprise. D'autres personnes, c'est des services, un service rendu. « Hey, tu étais supposé faire ça, je l'ai fait. » Ah, wow, et ça, c'est très, très bien reçu. D'autres, c'est plus le toucher, l'affection physique. Donc, je ne dis pas qu'il y en a un en gang puis les autres sont mis de côté, puis tout le monde aime tout ce que je viens de nommer. C'est juste une question de balancement. C'est qu'il y a certaines personnes qui vont plus pencher vers un certain langage d'amour, puis l'autre, ça va être un petit peu moins.
Et là, on peut le savoir rapidement. Toi, est-ce que tu préfères, comme langage d'amour, le toucher ou les services? Ben, ça dépend du contexte, ça dépend de plein d'affaires, mais il y a peut-être des choses qui sont plus importantes pour toi. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'affection physique, mais ont besoin d'avoir beaucoup de temps de qualité. Et là, ben, le partenaire peut penser, prendre pour acquis parce que lui ou elle aime beaucoup l'affection physique, est très, très, très présent durant les moments intimes, mais très, très, très peu présent durant les moments de qualité en dehors de l'intimité. Donc, c'est-à-dire, quand on est ensemble dans la chambre à coucher, là, moi, l'intimité est là, puis le toucher, puis tout ça, puis même, t'es dans la cuisine en train de faire à manger, puis moi, je te frotte les cheveux, ou peu importe, je te mets la main dans le dos, je te donne un bec, puis j'ai de l'affection physique, ça, je t'en donne, mais on n'aura pas beaucoup de temps de qualité à l'extérieur de ces moments d'intimité-là. Donc, il y a un débalancement de l'autre personne parce que elle ou lui, c'est pas ça qui vient vraiment là où la chercher. Donc, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a juste des gens qui se comprennent mal. Alors, si tu ne le sais pas du tout, c'est quoi ce que ton partenaire aime, il faut en parler. Il faut être capable de l'aborder. Autant, autant stressant que ça peut être d'aborder une situation dans le lit, de dire comme qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, ça, je pensais que t'aimais ça, et finalement, ça t'aime pas ça. Puis ça peut augmenter la qualité de notre relation sexuelle, autant que ça peut l'augmenter dans la vie de tous les jours avec ces choses-là que, moi, quand je rends un service, puis juste de tester. Tu n'es même pas obligé de le demander, tu peux juste prendre en note. Parole, moment de qualité, cadeau, service rendu, touché. Explore là-dedans, c'est quoi que ton partenaire sens qu'il y a vraiment une préférence, puis après ça, tu double down dans qu'est-ce qu'il y a une préférence. Puis là, tu vas pouvoir être capable d'amener ce que la personne préfère. Puis ensuite, si ton partenaire n'est pas conscient de ces choses-là parce qu'il n'écoute pas de podcast, n'a pas de croissance personnelle, etc., ça va être dans ton rôle de l'amener tranquillement à comprendre ces choses-là. Et là, la relation va pouvoir peut-être augmenter. Ce qui est important à savoir, c'est qu'une relation, c'est pas 50-50. C'est 100 puis 0. C'est-à-dire que tu es prêt à donner 100 puis d'avoir 0 en retour. Court terme. À long terme ou moyen terme, si l'autre personne ne fait rien, toi tu fais tout, c'est sûr que la relation ne pourra pas tenir. Mais dès que tu vas apporter un changement dans le couple, il ne faut pas que tu y ailles à moitié en disant « j'en fais un petit peu, puis j'espère que l'autre va faire son bout de chemin ». Parce que sinon, ça reste des non-dits. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que l'autre agisse d'une telle manière sans vraiment mettre ça au clair. Puis là, si c'est pas fait, tu es déçu, puis tu comprends pas que l'autre, il comprend pas. Mais ça n'a jamais été dit. Donc, si tu es prêt à faire les premiers pas, puis à toi être 100 responsable de ce qui se passe dans ton couple, en étant conscient que tu attends 0 de l'autre, peut-être que l'autre va commencer à faire certaines choses qui, toi, va te plaire parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui change. Il voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Puis ça peut se faire subtilement. Et ça peut se faire également de manière très concrète. C'est-à-dire de poser la question, être straight to the point, puis de demander comme « Hey, ça t'aimes-tu ça t'aimes pas ça? Hey, quand j'ai fait ça l'autre fois, c'est quelque chose qui te faisait plaisir ou tu es un peu indifférente par rapport à ça? » Ça se pose ces questions-là. Mais si on ne parle pas des vrais sujets, des vraies choses importantes, on est condamné à parler de métro, boulot, dodo, des affaires un peu futiles. As-tu eu ça sur Facebook? Ben oui, ta chum de fille qui a butché contre son chum, puis tatati, puis tatata, puis il n'y a rien vraiment qui a avancé. Et puis là, on continue, puis on a notre petite routine où ça va bien, mais sans plus. Tu sais. Puis tu veux pas une relation de ça va bien, mais sans plus. Tu veux une relation où il y a de l'épanouissement là-dedans. Puis je comprends que l'idée ici, ce n'est pas de dire ah oui, après 8 ans de relation, ou après 10 ans ou 15 ans, là, j'ai les mêmes papillons qu'au début. Non, OK, c'est pas un conte de fées. Mais est-ce qu'on est capable de faire en sorte que le couple continue à progresser puis qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent? Parce que la vie change, la vie évolue, on vieillit, on mature et les choses qu'on aime peuvent changer. Donc, la relation que tu as avec quelqu'un quand tu as 18 ans, c'est plus la même relation que quand tu as 30 ans, que ce soit la même personne ou pas. Puis à 30 versus 50, probablement que c'est différent aussi. Donc, toutes ces choses-là, le nombre d'années que tu es avec quelqu'un, l'âge que tu as, l'expérience de vie que tu as, les choses que tu as accumulées, les choses que tu as décidé de faire, les choses que tu as décidé de ne pas faire, c'est tous des éléments qui viennent faire en sorte que tu expérimentes des choses différentes. Et peu importe ce que tu expérimentes comme chose différente, ce que tu veux, c'est un épanouissement dans ton couple. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu veux te sentir aimé par la personne avec qui tu es et toi, d'aimer en retour. C'est l'un des sentiments les plus beaux, de se faire aimer par la personne qu'on aime en retour. Ça, quand c'est là, on peut traverser des tempêtes,
On est prêt à aller à la guerre pour bien des affaires, puis ça vient le fun. Et évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. Je ne suis pas en train de dire que si tu fais juste ça, il n'y aura jamais de chicane, il n'y aura jamais de conflit, mais c'est une façon de pouvoir prévenir les conflits. Parce que si tu es capable de savoir qu'est-ce que ton partenaire aime ou aime pas, t'ajuster de poser la question si c'est toujours à jour, toujours d'actualité, puis tu fais le petit effort supplémentaire pour faire du bien à ton partenaire. Et en plus, tu t'assures qu'il n'y a pas de non-dit, ou que quand tu n'es pas certain de quelque chose, tu poses la question, bien, ça l'évite d'accumuler certaines choses des deux bords. C'est-à-dire, toi, d'accumuler une déception de ben là, j'ai fait telle action, je fais telle affaire, puis je sens pas la réceptivité de mon partenaire, puis je sens que je fais ça pour rien. Et de l'autre côté, ton partenaire se dire ouais, j'aimerais ça lui dire que j'aime pas ça, mais je sais pas comment agir là-dedans, je me sens un peu pris. Puis là, ben, je dis rien parce que je veux pas le blesser là-dedans. Donc là, il y a des non-dits des deux côtés. Puis à un moment donné, ben, ça peut casser. Ou on fait juste laisser l'éléphant dans la pièce puis rien faire avec ça. Il faut l'aborder, le sujet que les gens ne sont pas confortables d'aborder. Puis les couples qui vont bien parlent de sujets qui ne sont pas le fun. On ne parle pas juste de sujets qui sont le fun. Un couple qui va bien, on s'imagine que hey, le couple qui est vraiment épanoui font juste parler d'affaires le fun. Non. S'il va bien, c'est parce qu'il parle d'affaires pas le fun. Imagine ça dans un autre contexte. Imagine ça dans le monde professionnel. Un travail où jamais on parle de problème. On fait juste parler de ce qui va bien. Tous les problèmes potentiels ou éventuels, ah non, on met ça pour le prochain meeting. On en parlera plus tard. Bien, tu vas accumuler des problèmes, accumuler des problèmes, accumuler des problèmes. Puis tu te dis, ah non, mais c'est clair qu'il faut le régler. Ils savent qu'il faut régler ces problèmes-là. Là, il y a des non-dits. Mais tu te ramasses à un moment donné que tu n'as plus d'entreprise ou de plus de job. Bien, dans ton couple, c'est la même chose. Si tu accumules des problèmes, tu n'en parles pas, ben, à un moment donné, tu peux te réveiller, puis ben, tu n'as plus de couple. Ou tu as un couple qui va vraiment pas bien, puis tu es juste en couple parce que tu es habitué d'être en couple avec la personne, mais il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus d'épanouissement, il n'y a rien qui est vraiment plaisant. C'est juste une habitude de. Et ça, ben, c'est le genre de choses que certaines personnes peuvent expérimenter. Et malheureusement, ben, ça fait partie de la vie, mais heureusement, on a les ressources pour pouvoir t'aider avec ça. Donc, j'ai sorti un guide. On en a parlé dans les derniers épisodes de podcast, mais je te redonne notre numéro de téléphone si tu veux avoir le guide sur les relations. C'est un guide sur les relations toxiques, plus particulièrement. Et tout ce que tu as à faire, c'est de m'écrire au SMS 450-231-9030. Le numéro est dans la description. Juste à m'écrire relation, puis je vais t'envoyer le guide sur les relations toxiques. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation toxique pour bénéficier de cet outil-là. Donc, c'est un outil qui est gratuit à 100% pour l'instant. Et c'est un outil qu'on avait créé pour nos clients, qu'on a décidé de faire de façon totalement gratuite sur les médias sociaux. Donc, tu peux en bénéficier si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sinon, tu peux m'écrire n'importe où pour me poser n'importe quelle question. Si tu as envie de travailler sur tes relations interpersonnelles, sur ton couple, on a les ressources pour pouvoir t'aider. Juste à venir cogner à notre porte, ça me ferait plaisir de t'accompagner là-dedans. Voilà plusieurs années, j'avais rencontré un monsieur qui se vantait, était fier de me dire qu'il était rendu à 45 ans de mariage. Hein? Ça faisait 45 ans qu'il était marié. Ça fait 50 ans que moi et ma femme, on est ensemble. Mais ça fait 45 ans qu'on est mariés, 45 ans de mariage. Hey, c'est hot, 45 ans, 45 ans. Hey, mon petit gars, 45 ans de mariage. Puis il répétait pas mal que ça. Et c'est pour ça que j'ai retenu le nombre d'années pile. Et j'étais impressionné par ça. Je ne sais même pas pourquoi j'étais impressionné, mais ça m'impressionnait 45 ans de mariage. Moi, mes parents sont divorcés. J'ai plein d'amis que leurs parents sont divorcés. En étant aujourd'hui parent, j'ai des couples d'amis, des gens de l'entourage qui sont divorcés. Donc, le fait que quelqu'un me dise ça fait 45 ans qu'on est ensemble, ça m'impressionnait. Pourquoi, je ne sais pas. C'est parce que la société met une emphase là-dessus? Ah, peut-être. Et là, moi, j'ai posé la question au bonhomme. J'ai dit ben, c'est wow, là, 45 ans de mariage, c'est impressionnant. C'est quoi votre secret pour rester en couple pendant 45 ans? Pour avoir un mariage qui dure autant longtemps, quand il y a plein de gens qui se divorcent, c'est quoi votre truc? C'est quoi le secret derrière ça? Puis là, il était fier, je pose la question. Il m'a répondu avec beaucoup de fierté. Mon petit gars, pour arriver là, à être en couple autant longtemps, il faut apprendre à faire des compromis. Puis là, je vous le dis, là, puis quand j'ai dit le mot compromis, je me suis vomi un peu dans la bouche. Arc! Dégueulasse! Faire des compromis? Pourquoi? Pourquoi faire des compromis? Oui, je sais qu'il y en a plein qui vont dire ben oui, Charles, quand t'es en couple, faut que tu fasses des compromis. C'est peut-être pour ça que les couples ne marchent pas, justement. Parce qu'il y a un méchant mythe par rapport au succès d'un couple, puis notre variable de ce mythe-là, c'est le temps.
Wow! 45 ans de mariage pour Mario et Ginette! C'est un succès! Quelle belle réussite! Ben oui! T'es toute fière de 45 ans de mariage. Ça fait 43 ans qu'ils sont malheureux. Ça fait 43 ans qu'ils s'aiment pas. Mais ils sont en couple, pourquoi? Ah, parce que ben, Ginette a jamais travaillé dans la vie, puis elle a peur de se ramasser tout seul. Puis Mario, lui, ben, c'est un gars routinier, puis il s'est habitué qu'il ben, il aime ça avoir ses petits lunchs pour aller travailler. Hein. Ginette a fait sa petite boîte à lunch, puis il va à l'ouvrage, puis ils sont pas bien, là. Ça fait 25 ans qu'ils ont pas fait l'amour, là. Ça fait 38 ans qu'ils sont malheureux. Mais le monde alentour sont Waouh, quelle réussite! On les voit, ils sont ensemble au centre d'achat. Ils sont au restaurant, ils se parlent pas. Puis ces vieux-là, ils vont chialer les jeunes en disant Ah, regarde ça, ils sont sur les téléphones pendant qu'ils mangent ensemble. Mais oui, ils sont sur les téléphones. Toi, t'es pas sur ton téléphone parce que tu sais pas comment ça marche un téléphone. Mais tu parles pas plus avec Ginette. Ben non, t'as rien à dire. Vous vous aimez même plus. Quelle réussite! C'est fucking ridicule. C'est d'un ridicule. Puis, ce qui est dommage, c'est que l'humain préfère être mal accompagné que seul. Puis on a mis beaucoup trop d'artifices et de wow alentour du temps. Le nombre de temps que tu es avec quelqu'un. C'est impressionnant, quelqu'un qui est longtemps ensemble. Non, 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 non. Ce qui est impressionnant, c'est le bonheur. Quelqu'un qui est heureux. Fait que si tu me dis que 45 ans, je suis avec la même personne et je suis très heureux comme depuis le jour 1, on a vécu des hauts, des bas. Fine, c'est normal, mais on s'aime puis on est heureux. Ça, c'est du succès. Juste d'être ensemble pour être ensemble, c'est pas un succès. Puis là, dans son fameux faut t'apprendre à faire des compromis, mon petit gars. Moi, ça me dégueulait d'entendre ça, puis laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai posé la question. J'ai dit Ah ouais, des compromis? Quel genre de compromis? Il dit Ben, tu sais, moi, je suis un chasseur, moi. J'avais bien compris parce qu'il y avait une calotte karaté, puis des bottes karaté, puis un manteau karaté. Derrière moi, il y avait des bobettes karaté, mais en tout cas, je n'y ai pas demandé. Sont-ils karaté, des bobettes? Ils sont beurrés, mon Mario. Oh, pas chic, hein? Mais lui, c'est un chasseur, Mario. Puis là, depuis plusieurs années, il va plus à la chasse. Ben non. Puis c'est pas parce qu'il a été opéré à la hanche ou il a mal dans le dos. Ben non, non. C'est parce que Ginette, elle aime pas ça, être tout seul pendant une semaine ou 10 jours quand il part à son camp de chasse. Tu comprends? Elle aime pas ça, se retrouver toute seule, Ginette. Il faut qu'elle soit avec Mario. Fait que lui, son activité de chasse, qui est sa passion, qui aime donc bien, il en fait plus. Ben non. C'est un compromis. Ah, puis pas juste ça, là. Mario aussi, il voit plus ses amis. Il y avait des chums dans le temps, puis là, ben, on se voit plus trop parce que, tu sais, Ginette, elle s'entend pas trop bien avec la conjointe d'un, puis la conjointe de l'autre. Fait que je les vois plus parce qu'elle aime pas ça, se ramasser tout seul, Ginette. Fait que je suis avec elle. C'est allô? Allô? Y a quelqu'un qui comprend que ça fonctionne pas, là, ce que je viens de dire, là? Marche pas, là. Compromis par rapport à hey, mettons, moi, j'ai un enfant, fait que c'est normal que, ben, des fois, je me lève dans la nuit parce que faut que j'aille le recoucher parce qu'il s'est réveillé ou il pleure ou, un rendez-vous, au médecin ou OK, il y a des compromis à faire dans la vie, je comprends. Mais quand faut que tu mettes un compromis sur ton bonheur pour quelqu'un, ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Moi, là, je vais choisir le bonheur bien avant de choisir des gens. Puis l'erreur, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, c'est qu'ils choisissent les gens au lieu de choisir leur bonheur. C'est gros, là. C'est un très gros morceau. Vous choisissez des gens à la place de choisir votre bonheur. Si les gens que vous choisissez vous amènent du bonheur, c'est fine, c'est parfait, c'est beau. Mais parfois, vous choisissez des gens, c'est que du malheur. Parce qu'on préfère être mal accompagné que seul. Drop the mic.